C'est l'histoire d'une femme que l'on dit perverse, menteuse, manipulatrice, mythomane et intelligente. Félix Germont. Cet homme avait été enterré à la fin du mois d'avril 1990 dans le cimetière juif de Carpentras. Khaled Kelkal. Petit, il était plutôt bon élève dans son collège de la banlieue de Lyon. Le gendarme Alain Lamarre, gendarme modèle, exemplaire. Myriam Badawi. L'affaire d'Outreau, Michel Guibal, cet homme au regard vide et fuyant. La French Connection. Nadine, pour tout le monde, c'est et tous les deux, Nadine est la mère. Elle s'appelle Marie-Elisabeth collègue, elle est la mère en 1984, jockey célèbre dans les années 40. Avec une femme qui montre presque son nom. On en était arrivé à un point où, par exemple, quand j'écrivais les commentaires, on écrivait toujours les commentaires à trois avec l'auteur du film, moi, et la rédactrice en chef. Donc c'est un boulot quand même assez long. Quand on écrivait les commentaires, on s'arrêtait à page 18. Hein. Et donc quand on arrivait à page 18, on s'arrêtait pour aller faire une pause et fumer une clope. Quand on est arrivé à ce point à la routine, pour moi, ça devient insupportable. Voilà. Et donc, la routine de ces tournages, de ces histoires que je ne différenciais plus les unes des autres, que j'oubliais aussi vite que je les avais tournées parce que on n'a pas tous les jours Francis Holm, tous les jours Guy Georges, tous les jours Simone Weber. Il y a des crimes qui vous rentrent par une oreille et qui vous sortent par l'autre. Hein. Au bout de 11 ans, Christophe Ondelat s'est lassé de faire entrer l'accusé. Aujourd'hui, il parle de faits divers à la radio, sur Europe 1, mais son émission aborde aussi d'autres sujets. Pendant ce temps, à la télé, les affaires criminelles ont envahi les chaînes. Et si la matière intéresse toujours, se pose maintenant la question de comment se renouveler. La multiplication de ce type de format a un impact sur sa valeur et l'intérêt qu'on peut y prêter. Claire Secaille, historienne des médias. Et puis il y a d'autres types de contenus qui sont proposés, donc d'autres émissions comme la télé-réalité aussi qui ont pu un petit peu prendre la place par moment de ce genre de programme. Donc tout ça, ça rentre dans ce flux, ce travail de production et de mise en valeur des contenus, mais il y a des hauts et des bas, on va dire, pour ce type de programme, mais voilà, ça continue de faire des émules. Les faits divers continuent de produire des effets médiatiques, parfois assez étonnants, mais pas forcément là où on les attend. C'est-à-dire, c'est peut-être plus du côté des magazines d'information aujourd'hui, mais peut-être du côté des podcasts. Alors, il y a eu des choses qui fonctionnent très bien en radio, et qui s'écoutent aussi, parce que le podcast, ça correspond peut-être plus à nos comportements médiatiques aujourd'hui. Ça, RTL, Europe 1, mais aussi Slate et Arte Radio l'ont bien compris. Tout ne change pas radicalement. Les journalistes essaient toujours d'expliquer les arcanes des institutions judiciaires et policières, mais dans beaucoup de productions, on s'intéresse aussi davantage aux ressorts psychologiques chez les accusés et aux vies des victimes. C'est ce que fait Élise Costa, chroniqueuse judiciaire chez Slate et autrice du podcast Fenêtre sur cour, produit par Arte Radio. En fait, c'est vrai que le côté psychologique, pour moi, est toujours le plus important parce que j'estime que quand on fait ce genre de métier, déjà, on est souvent taxé de voyeuriste, que dans une affaire criminelle, il va y avoir le policier qui œuvre pour le bien, qui va rechercher les coupables. Il va y avoir le procureur qui est là au nom de la société. Il va y avoir les avocats qui sont là pour défendre. Et nous, en fait, à quoi on sert ? On sert à raconter. Et si on se contente de raconter les détails du crime, en fait, quel sens on donne à notre métier ? On est obligé de lui donner un sens, on a quand même une responsabilité. Et c'est une question qui m'anime hyper souvent et à laquelle je pense vraiment souvent et que j'essaye de ne pas perdre de vue. C'est pourquoi je fais ça. Ça peut être pour porter la voix d'une famille de victimes, pour porter la voix d'une famille d'accusés, pour essayer de comprendre comment les choses sont arrivées et si ça peut donner des pistes pour enrayer quelque chose plus tard. Le podcast, c'est un outil extraordinaire et les gens, on voit bien que notamment les jeunes, mais pas que les jeunes d'ailleurs, aiment bien écouter l'audio. C'est très fort la voix, c'est très fort d'avoir des témoignages uniquement sonores et ça pollue moins parfois que des images reconstituées. Mais
moi je trouve quand même que la force de l'image est énorme quand on arrive à le faire bien, quoi. Vous l'avez entendu dans les précédents épisodes de cette série. Patricia Tourancheau est fait diversière et a travaillé à Libération pendant plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, elle s'intéresse à ces nouveaux formats audio et télévisuels. Elle a notamment co-réalisé la série sur l'affaire Grégory, produite et diffusée par Netflix. Je lui ai demandé comment elle voyait l'avenir des faits divers à la télévision. Franchement, je sais pas. Moi, je le sens mal barré, là, l'avenir du fait divers à la télévision française, parce que ce que j'ai vu récemment, même sur des grosses productions d'1h30 et tout, il y avait un maximum de reconstitution, d'endroits, et le journaliste se met en scène, et je te montre une carte, et je te montre les crimes sur la carte, et j'emmène l'avocate dans un cimetière ou sur un lieu où pourrait se trouver une victime. Je trouve ça abject, et pourtant, je crains que la télévision française trouve justement que c'est l'avenir de reprendre une affaire comme ça de A à Z avec moult reconstitutions. Honnêtement, les faits divers, j'ai envie de continuer à les traiter en livre, en écrit, et pour Netflix, ou vraiment des chaînes qui, beaucoup plus à la fois sobres, et de raconter une histoire de gens avec délicatesse, et une histoire, et on avance, et avec respect, et puis mise en scène. Fiction, une mise en scène un peu comme au cinéma, mais adaptée à un documentaire avec une matière sensible. Et puis sinon, là, je suis hallucinée du nombre d'émissions criminelles, et puis sans compter les chaînes d'infos en continu qui en déversent des tonnes dès qu'il y a le moindre fait divers, sans prudence parfois. En train de parler sur certains faits, je sais pas, genre Jonathan Daval, qui est soupçonné d'avoir tué sa femme. Au moment où il finit par craquer, par avouer, dans les débats à la télé, on en est déjà à l'expertise psychiatrique, la condamnation. Je veux dire, il va se passer au moins 3 ans avant. Vous voyez, des fois, on met la charrue avant les bœufs, et puis les gens parlaient de lui comme, des journalistes parlaient de lui comme le coupable parce qu'il a avoué. Mais je dis, mais attendez, c'est pas parce que le mec a avoué, il est pas condamné encore. Donc, on peut pas dire le coupable. Il y a des précautions de langage à utiliser, de manière de filmer, etc. Dans la fabrication, c'est nous aussi, pour Grégory, par exemple, on a repris l'affaire dans sa chronologie. Je pense qu'on la pousse beaucoup plus qu'un fait d'entrer l'accusé. Bon, en même temps, on a beaucoup plus que 90 minutes, on a 300 minutes. C'est différent. Et les personnages, dans les techniques d'interview, ce sont des interviews qui durent 1 jour et demi, parfois 2 jours, 5 jours. Voilà, il faut vraiment, pour les principaux personnages, on prend vraiment le temps, et puis on les remet dans l'ambiance, et puis on leur montre des images de l'époque pour les replonger dans l'ambiance, on les fait réagir. Vous voyez, c'est une autre manière de les aborder, quoi. Et on les fait dans des décors, si possible, chez eux, pas dans le loft de Christophe Ondelat, quoi. En se tournant vers Internet, on se rapproche aussi des téléspectateuristes qui échangent sur les forums et les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à travailler sur cette série, l'un de mes premiers réflexes a été de chercher sur Facebook si des fans s'étaient rassemblés autour de Fela. Et bien sûr, je suis tombée sur un groupe de près de 20 000 addicts qui débattent des rediffusions, s'interrogent sur la culpabilité d'un tel ou d'une telle, ou remettent en question un verdict. Certains et certaines jouent même aux détectives. Maintenant, avec les réseaux sociaux, par exemple, Claire Secaille. Tous les jeunes qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux vont essayer de
d'être enrôlés, de se mettre à chercher, à enquêter eux-mêmes avec des traces, en recherchant des traces sur des acteurs du crime, en essayant de trouver des choses qui vont pouvoir éclairer, apporter une vérité, quitte à se faire auxiliaire de justice, en tout cas en aidant un petit peu les institutions policières. Voilà, donc l'affaire du pont de Ligonnès, des sources avaient été retrouvées par des internautes sur des forums de discussion où Xavier Dupont de Ligonnès avait dit des choses qui montraient un petit peu, qui renseignaient beaucoup sur les notions sur sa dimension psychologique à lui-même. Sur le groupe Facebook que j'ai rejoint, on parle aussi plus des victimes. On honore leur mémoire, ou on loue la résilience des survivantes et des survivants. D'ailleurs, on parle différemment des crimes sexuels. Et souvent, on les reconnaît plus pour ceux qu'ils sont très majoritairement, des féminicides. En regardant les rediffusions de Fela en 2020, c'est quelque chose qui m'a pas mal interpellée. Certains mots ou certaines manières de parler m'ont accroché l'oreille. Dans l'appartement, le téléphone sonne. Guy Georges colle son oreille contre la porte. Il est question d'une soirée au restaurant. La jeune femme dit qu'elle arrive. Ensuite, c'est toujours le même rituel. Le bâillon sur la bouche, le sparadrap, la découpe des vêtements, le viol et les coups de couteau pour achever sa proie. Joseph Doucet a décidé d'être le pasteur des marginaux sexuels, ce qu'il appelle la minorité des minorités. Drôle de paroissiens, homo, lesbiennes, travestis, transsexuels, sadomaso et même pédophiles. Il reçoit tout le monde et organise pour chaque catégorie des réunions spécifiques au CCL. Pareil pour certains titres d'épisodes. Nathalie Le Skrill, l'étrangleuse, Jean-Luc Blanche, le routard du viol. Aujourd'hui, cette question du choix du titre et du choix des mots est toujours au cœur des préoccupations de certains journalistes, comme Élise Costa. Ouais, la question des titres, c'est un vaste sujet. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on m'a déjà posé la question des titres, en me disant mais il y a quand même des titres hyper racoleurs. Et je peux pas leur donner tort. Pas me concernant, parce que typiquement, pour Slate, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une citation. Mais après, le titre, c'est une vaste question. Moi, je suis pas fan. Très honnêtement, je suis pas fan. Mais j'estime que si ça permet aux gens de cliquer et de se rendre compte qu'en fait, il y a un peu plus que ça. Et si derrière, j'ai bien fait mon travail pour bien expliquer tout ce que j'ai vu et entendu et pour bien expliquer le dossier, eh ben, c'est OK. OK, ils seront peut-être venus parce que le titre était racoleur, mais après, ce qu'ils en ont tiré au bout, ce sera pas juste pour satisfaire leur bas instinct, quoi. Le choix des mots est hyper intéressant parce que, par exemple, dans l'affaire que j'ai faite où un avocat avait tué un homme, en fait, il se trouve qu'il avait tué un mec qui couchait avec sa copine. Tout le monde avait titré en mettant « un avocat tue l'amante de sa compagne ». Bon, jusque-là, on est d'accord pour dire qu'il n'y a plus racoleur. Peut-être que j'aurais utilisé le mot amant. Honnêtement, je sais pas. Alors après, c'est vrai qu'ils n'étaient pas mariés, mais peut-être que je l'aurais utilisé. Mais en allant au procès, en fait, le dernier jour, la mère de la victime, qui s'appelait François, est venue et a dit « la presse nous a fait beaucoup de mal ». Et vraiment, je me suis demandé pourquoi, parce que son nom n'était pas... il n'y avait pas le nom de l'accusé, il n'y avait pas le nom de la victime. Donc je me suis dit, pourquoi elle dit ça ? Et en fait, elle explique, elle dit qu'on l'a appelé l'amant, alors qu'en fait, ils n'étaient pas mariés, comme si lui-même avait commis quelque chose qui n'était pas bien. En tout cas, il était déjà dans un truc où on se dit, ah ben voilà, bon, c'était l'amant. Et vraiment, elle était heurtée par ça. C'est l'une des premières choses qu'elle a dites. C'est en fait, la presse nous a fait beaucoup de mal. Ils ont dit que c'était l'amant de la jeune femme, alors que pas du tout, c'était pas son amant, quoi. Et du coup, j'en ai pris compte, par exemple. Du coup, j'ai fait attention à ne jamais mettre le mot amant. Parce que peut-être qu'ils le liront, peut-être pas, mais j'ai entendu ce qu'elle voulait dire et ça m'a permis de pas le faire. Je respecte tout autant la famille de la victime que la famille de l'accusé. Pour moi, je fais pas de distinguo, en fait. Vraiment. Et même l'accusé, je vais le respecter. Je vais jamais dire le monstre ou enfin voilà, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Tu vas veiller à ne pas déshumaniser, quoi. Oui. Et puis encore une fois, alors c'est là qu'on va rejoindre la question du droit à l'oubli. C'est-à-dire que on peut pas se permettre
traiter quelqu'un de monstre, un jour il va sortir. Un jour, effectivement, c'est quelqu'un qui va devoir se réinsérer dans la société. On peut pas... Comment dire, on peut pas le traiter comme ça, quoi. Je veux dire, c'est de la même façon que ça me révolte que maintenant de plus en plus on trouve dans les tribunaux des boxes vitrées pour juger les gens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on le met à part, on le met dans un aquarium là pour le juger et on va l'entendre par une toute petite lucarne qui passe. Non, pour moi c'est du même acabit, quoi. On se parle à hauteur d'homme. Ils ont commis des actes monstrueux. Là, je suis d'accord. Là, ça c'est un terme qui me va. Mais eux, les traités de monstres, faut faire attention, quoi. Je entends tout à fait ce que tu dis quand tu dis j'utilise pas certains termes parce que justement, si un jour cette personne veut se réinsérer, on tape son nom dans Google, on tombe là-dessus, bah forcément, s'il y a des termes comme monstre ou je sais pas quoi qui sont attachés à son nom, c'est très très compliqué pour la personne. Mais toi, de ton point de vue, du coup, comment est-ce que tu vois, par exemple, des émissions télé qui reviennent, par exemple, en longueur et en profondeur sur des enquêtes qui utilisent peut-être des termes comme ça. Et qui sont rediffusés, quoi. Et qui sont rediffusés, quoi. Enfin, je veux dire, ça doit être horrible pour des... Enfin, ouais. Je veux dire, je me mets pas à la place des personnes parce que j'ai aucune idée de ce que ça doit être, mais j'imagine bien que ça doit être très, très compliqué, quoi. C'est pour ça que c'est la responsabilité et toute la question de sens, en fait, que le chroniqueur judiciaire doit avoir, c'est toujours se questionner. OK, on va parler de cette personne, on va donner son nom, son prénom. Parfois, on va même donner la ville dans laquelle il a résidé. Mais du coup, de pas le réduire à son crime. D'essayer de montrer aussi autre chose de lui. J'ai pas à batailler auprès de ma rédaction pour ce genre de choses. Enfin, voilà, je me dois, en fait, justement, d'être la plus exhaustive possible, de raconter le plus possible, en fait, la vie de cette personne, pour que, si un jour quelqu'un tape son nom dans Google et tombe sur un article, bon déjà généralement il n'y aura pas que le mien, hein, mais qu'il puisse réfléchir autrement, en fait. Je crois quand même beaucoup à la seconde chance et à la possibilité de réinsertion. Après ça dépend pour qui, mais c'est quand même quelque chose à laquelle je crois fortement. C'est tout le problème du droit à l'oubli. Christian Gerin, producteur historique. Évidemment, il y a des condamnés qui essayent de s'opposer à ce qu'on traite l'affaire. Il se trouve que le droit à l'oubli de jurisprudence constante n'existe pas en droit français ni en droit européen. À partir du moment où un procès est public et où c'est un jury populaire qui rend un verdict, il n'y a pas de droit à l'oubli. Bon, alors quelquefois, moralement, ça peut nous gêner un peu. Je me souviens c'était dans l'affaire Ampin. Le témoignage du baron Ampin vient boucler 12 journées d'audience. Le 17 décembre 82, ces ravisseurs sont condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de prison. La Cour n'a pas cru à leur innocence. Si vous voulez, à titre de partie civile, je n'ai pas d'opinion à émettre sur quoi que ce soit. À titre de témoin, si vous voulez, je suis libéré. Moi, j'ai retrouvé ma liberté depuis 5 ans. Alors, je suis heureux. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Et à titre de citoyen, j'ai assisté à un procès. C'est terrible. Je dois dire que ce moment, le dernier moment, là, c'était un peu pénible. Mais ça, en tant que citoyen, c'est une deuxième vie qui commence pour vous. Comment ? C'est une deuxième vie qui commence pour vous maintenant. Vous êtes complètement libéré de cette affaire ? Je l'espère. Il nous a remerciés très chaleureusement de tout ce qu'on avait fait pour lui. Il est parti, je vois encore partir avec celle qui était sa nouvelle compagne et qui est depuis devenue sa femme, Jacqueline. Ils sont partis tous les deux, bras dessus, bras dessous, dans la nuit, puisque c'était la nuit. Et j'ai l'impression que pour lui, il était redevenu serein. L'affaire Ampin, qui n'aurait pas dû être l'affaire Ampin, mais l'affaire du nom des ravisseurs, mais l'affaire Ampin était terminée. Il y a un des protagonistes de l'affaire Ampin, qui était d'ailleurs le chef du commando de l'enlèvement, dont Ampin lui-même disait qu'il s'était toujours très bien comporté en homme d'honneur.
Et il m'écrit à moi en me disant, voilà, je suis sorti de prison, j'ai refait ma vie. J'ai un fils de 8 ans qui n'est pas au courant de mon passé. Si vous traitez cette affaire, eh bien, ça va être dramatique pour ma réinsertion, pour vis-à-vis de mon fils, pour ma nouvelle famille, etc. Bon. Donc j'ai décidé qu'on ne citerait pas son nom. Vous savez, quand vous avez un directeur de prison qui vous appelle un lundi matin et votre émission est passée le dimanche soir, le type dont vous avez raconté l'histoire, il est enfermé dans sa cellule, il peut plus sortir. Christophe Ondelat. Quand il vous raconte qu'à 23h, quand votre film s'est arrêté, tout l'étage s'est enflammé, les mecs sont mis à taper sur les portes pour l'insulter. Tout ça, ça a beaucoup... moi, j'ai été beaucoup en contact avec des aumôniers de prison qui m'appelaient, ou des visiteurs de prison qui me disaient, vous vous rendez compte quand même l'impact que ça a, votre truc, sur la vie des gens, etc. Et bon, tout ça accumulé a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, allez, on tourne la page, on passe à autre chose. Ce qui m'a toujours aussi intrigué dans ces affaires, c'est ces gens-là ressortent un jour de prison. Rappelez-vous, lui, c'est Yannick Kochenek, le fan que vous avez entendu dans l'épisode 3 de cette série. Ces gens-là retrouvent la vie normale. Et c'est ça qui m'a toujours intrigué, mais je pense que c'est très difficile pour une émission de télévision d'aller en quelque sorte faire l'après, faites entrer l'accusé. Voilà, vous avez fait ça, vous avez purgé cette peine-là, et qu'êtes-vous devenu après ? Et ça, pour moi, c'est aussi attaché au mystère de l'émission. C'est-à-dire que je me dis, mais qu'une fois que ces gens-là ont fait leurs 30 ans, leurs 20 ans, en plus, malheureusement pour eux, ils bénéficient d'une célébrité à travers cette émission qui repasse en boucle, qui est présente sur les réseaux sociaux. Ces gens-là ont quand même une identité, et ils ont peut-être des enfants, ils ont une famille, et que cette histoire, finalement, aujourd'hui, elle tourne en boucle. Si on tape votre nom dans Google et que vous avez été accusé, on va vous retrouver. On va vous retrouver. C'est-à-dire, et je me suis toujours posé la question par rapport à cette émission, d'ailleurs je crois que je l'évoquais dans le papier, c'est qu'on n'en a jamais fini. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont purgé leur peine, en quelque sorte, ils ont payé leur dette à la société, mais il y a quand même cette émission qui leur colle à la peau. Alors, ils ont été des criminels, certains diront, écoutez, ils n'ont que ce qu'ils méritent, ils ont brisé des vies, brisé des familles, et en quelque sorte, il est normal que ce crime les poursuive jusqu'à le bout de leur vie, mais en même temps, ils ont payé leur crime à la société. Et je me suis toujours interrogé, parce que ce sont quand même des histoires qui reviennent à travers des rediffusions très, très fréquemment. Et je me dis, comment ces personnes ont pu se réinventer. Il m'est arrivé aussi de faire des recherches pour savoir est-ce que ces gens-là sont sortis de prison, parce que ce sont des faits qui ont eu lieu à la fin des années 80. Et effectivement, elle est sortie de prison, et je me dis, mais comment est-ce qu'elle fait, après une histoire aussi atroce, pour se refaire une existence, une identité. Voilà, je pense que je suis un peu exigeant, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une sorte un peu d'après fait entrer l'accusé, quoi. Faites sortir l'accusé. Faites sortir l'accusé, voilà, un peu de son silence. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont remarquablement reconvertis, qui ont eu des parcours de vie ensuite étonnants, mais ils ont droit également à ce qu'on leur fiche la paix, puisque de toute façon, à travers cette émission, on ne leur foutra non plus jamais complètement la paix. Mais c'est aussi valable, je pense aussi pour les victimes, parce que ce sont des histoires comme ça qui reviennent sans cesse en boucle et qui rappellent des mauvais souvenirs qui ne doivent pas non plus être évidents à revivre. Faites entrer l'accusé, avec cette part d'ombre dont on vient de parler, reprendra en septembre 2020. De nouveaux épisodes seront diffusés, mais sur RMC Story donc, et plus sur France 2. Ça laisse un goût assez amer à Frédéric Lantieri, qui ne sera pas de l'aventure. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez du passage de Fela sur RMC Story, de France 2 à RMC Story ? Je le regrette, bien sûr. Non, mais vous voyez ce que je trouve... Je ne comprends pas comment le service public peut se passer d'une émission judiciaire. Voilà, je ne comprends pas.
Alors que faites entrer vive ailleurs, tant mieux, tant qu'à faire. Au moins que ça survive et au moins que ça vive quelque part. Mais moi, je ne comprends pas comment le service public peut se passer d'une vraie émission judiciaire. Je pense que là, il y a un défaut. Il y a un manquement. Vous étiez au courant ? Ah mais non, oh là là, mais ça aussi, bien comme d'habitude, ça. On vous dit pas que ça s'arrête, on vous met dans le fait accompli, on vient pas vous dire, et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Rien du tout, ça fait quand même 20 ans que je suis dans la maison, 20 ans que je suis à France Télé. Donc, vous voyez, il y a des fois, on dit qu'on aimerait avoir un peu d'égard. Non, mais ça, c'est la télé qui veut ça, je pense. Donc non, personne vient vous dire ça va s'arrêter, personne vient vous dire t'as envie de faire quoi, personne vient vous dire on va vendre, de part et d'autre, de tous les côtés, c'est... Voilà. C'est Rachida Mbarki, avec l'appui de Dominique Rizet, le chroniqueur historique, qui présentera désormais l'émission. Le journaliste est habitué des faits divers et il adore Faites entrer depuis ses débuts. D'ailleurs, il s'est déjà présenté sur le groupe Facebook des fans qui ont eu l'air d'apprécier le geste. À suivre donc. Moi, en analysant l'histoire de cette émission et sa place dans notre paysage télévisuel, je me suis en tout cas dit que j'allais donner une chance à la nouvelle version de Fela. Parce que je me suis rendu compte que je ne comprenais pas encore toujours pourquoi notre police ou notre justice fonctionne d'une manière ou d'une autre. Aussi parce qu'en tant que journaliste, avant de vous raconter toute cette histoire, je m'étais dit que je serais jamais fait diversière. Trop compliqué, trop glauque. Maintenant, même si je ne fais toujours pas partie de ceux et celles qui s'endorment au son de récits de crimes, je me dis que peut-être un jour, j'aimerais bien faire partie de celles et ceux qui les racontent. Merci à Marion Lefebvre pour cette série réalisée par Geoffrey Puitch. Merci également à nos camarades de Slate.fr qui en sont partenaires. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous tousser les uns sur les autres. Et à lundi pour un nouvel épisode.